La tribune politique, c'est la dernière manche de votre émission Le Grand Soir. Et je reçois sur ce plateau François-Xavier Noumon, chroniqueur. Abel Dako, il partage également ce plateau avec nous, Mehdi Sadbenkob. En tout cas, vous avez suivi cette actualité qui concerne ces violences observées à Kérémou. Dans la commune donc Banikwara, et donc la situation est désormais sous contrôle. Nous avons suivi ce communiqué ou cette intervention d'un des éléments de la police républicaine. Comment interpréter une voix autorisée de la police républicaine, une voix indiquée. Très bien. François-Xavier Noumon, quel as-tu fait vous de ce qui s'est passé à Kérémou? Non, il faut dire que cette situation résulte d'une prise d'initiative logique des forces de sécurité et de défense qui consistait à brider un peu les velléités d'incursion dans le parc W à des fins de braconnage. Il faut dire qu'il y a quelques jours, un des rangeurs du parc a perdu la vie, toujours dans cette lutte constante contre les braconniers. Donc il participait d'une stratégie des forces de défense de diriger un poste avancé pour pouvoir juguler un peu tout ce qui avait comme tentative d'incursion dans cet espace que nous partageons avec le Burkina Faso. Donc en réaction, nous avons eu ces éléments-là, disons ces grands bandits qui ont préféré porter un coup au dispositif. Malheureusement, il y a eu la perte d'une vie dans cette histoire, mais il n'en demeure pas moins que cela participait d'une stratégie d'endiguement de ce fléau qui décime un peu nos propriétés forestières et animales. Donc la police républicaine a fait diligence pour rétablir le calme et reprendre le contrôle. Et je pense que dans les prochains jours, on aura un dispositif qui va se mettre en place pour... D'ailleurs, la police républicaine a quand même annoncé même le renforcement donc de la sécurité par d'abord des éléments de la force de défense et conjointement avec les éléments de la police républicaine. Abel Dako, comprenez-vous cette récupération politique qui a eu tout juste après? Donc, vous savez, comme on le dit dans notre jargon, les faits sont sacrés, mais seul le commentaire est libre. Ou si vous voulez, les commentaires dans telles circonstances sont liés en tout leur sens, car cela n'en tienne parce que, vous voyez, les enjeux sont de taille en ce moment où on cherche du foin, des cheveux dans du foin. Forcément, on voudrait comprendre telle situation ou assimiler telle situation à telle autre. Moi, ça me fait rire quand j'entends un certain nombre de commentaires à ce sujet et même de récupération, parce que on a dit non, c'est parce que la toute dernière visite du premier citoyen du pays aux États-Unis a engendré ci ou ça. Moi, je ne vois pas forcément le lien qu'il pouvait avoir avec cette situation. Qu'il vous souvienne, il fait bien de le rappeler, non seulement donc ce ranger, mais il y a une situation antérieure où un guide béninois, paix à son âme, a été tué d'abord cherché au Bénin ici avec l'expatrié et a été finalement assassiné au Burkina. C'est des faits qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et pour ceux qui font le voyage par voie terrestre, regardez combien de fois lorsque vous arrivez vous traversez juste à Porga et que vous devez rentrer dans la frontière au Burkina Faso, regardez combien de fois les dispositions sont prises pour que les passagers puissent passer de bons moments de voyage. Et ça date d'il y a longtemps, parce que les toutes dernières fois, moi, où je m'étais rendu au Burkina Faso, ces dispositions étaient prises. Je fais ce lien pour vous montrer combien de fois la question de sécurité à la frontière avec le Burkina est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, dans des circonstances où de plus en plus la situation se complique avec les pays limitrophes, surtout avec qui connaissent des actes d'insécurité et de violence, et cela n'est pas
pas surprenant que nous assistons à une telle situation. C'est vrai, on l'aurait jamais souhaité. On va nous dire que non, il fallait que le Bénin prenne cette disposition pour ne pas être surpris. Mais combien de pays au monde, même les pays les plus puissants en matière donc de sécurité, ont toujours été, enfin dans la plupart des cas, ont toujours été surpris avec ces genres d'attaques. Encore que moi je n'appelle pas ça attaque. Il a dit, enfin c'est pour jauger un peu le niveau. C'est des braconniers qui s'essayent à la chose. C'est pas qu'on banalise, mais on dit que nous voudrions dire simplement que le Bénin en cette matière-là, attention, on n'est pas surpris pour autant, mais la situation est là et désormais elle est sous contrôle, comme on l'a dit, la voix la plus autorisée. Très bien. Médis Agbenko, il faut quand même observer qu'il y a, avec la restructuration au niveau du parc Pandiari, il y a un certain nombre de choses qu'on essaie de contrôler, ce qui fait que on pourrait dire que cette restructuration et ce renforcement d'un certain nombre de choses au parc de la Pandiari débouche un peu sur voilà, le fait que les braconniers sont allés plus loin au niveau du parc W maintenant. Merci bien, chers confrères. Comme nous le constatons, c'est qu'il y a effectivement une montée des actes de grand banditisme, une recrudescence de la délinquance dans cette zone frontalière de notre pays et aux alentours des parcs. C'est l'exemple de Ranger qui a perdu la vie. Avant qu'on ne parle maintenant de cette question d'actualité, sanctionnée par de mort d'homme. Mais au-delà des réformes au niveau des parcs qui peuvent justifier l'hypothèse que vous êtes en train de poser, c'est qu'il faut vraiment s'interroger et de se demander si quelque part il n'est pas nécessaire de réfléchir pour voir s'il n'y a pas possibilité d'anticiper sur certaines choses. C'est vrai que la maîtrise absolue de l'insécurité, la maîtrise absolue du moins de la sécurité n'existe dans aucun pays, d'accord, mais la situation qui s'est produite et dont nous discutons, de mon point de vue, pose fondamentalement un problème de la gestion de nos espaces frontaliers, puisque le poste avancé de police dont il est question et dont on a vu les images, c'est pratiquement un apatam qui a été incendié, alors que c'est dans une zone sensible. C'est quand même dans une brousse. Hein, non, c'est dans une zone sensible, frontalière d'abord, et après une zone où il y a des réserves biosphères, parlant des parcs, où on sait que les braconniers ont commencé à opérer. C'est pas aujourd'hui qu'on entend parler des braconniers. Et les braconniers sont impitoyables lorsqu'ils veulent agir. Donc il faut déjà compter avec tout ça. Et je pense que dans l'ordre des choses, pour une zone comme ça, au-delà d'un poste avancé, ou bien loin d'un poste avancé sous forme de construction de fortune, mais d'un apatam, est-ce qu'il ne fallait pas installer un commissariat en bonne et due forme? Puisque s'il y avait un commissariat en bonne et due forme, un commissariat dans une brousse, il y a quand même il y a des critères. Je ne vois pas la chose de cette façon, parce que commissariat dans une, il s'agit d'une zone frontalière où nos populations côtoient. C'est pas la seule zone frontalière que nous avons. Non, ce n'est pas la seule zone frontalière. En fait, dans les anticipations, est-ce que on pourrait ériger d'abord un commissariat? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Hein. Vous savez, la gestion de ces grands espaces, c'est une tâche assez compliquée, assez difficile. Même les grands pays qui sont assez rodés dedans, les pays qui en ont fait un centre de très forte valeur ajoutée comme nous ambitionnons de le faire, l'Afrique du Sud, le Kenya, la plupart des pays de l'Est, malgré tout le dispositif qu'ils mettent en place, l'armée, vous allez dans les parcs sud-africains, tanzaniens, kenyans, tous ces grands parcs qu'on connaît, qu'on aime regarder sur les grandes chaînes thématiques,
c'est plutôt, ces dernières années, c'est plutôt l'armée qui assure des compagnies de sécurité privées qui assurent la protection de ces grands parcs, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup meurent régulièrement. Parce que le braconnage aujourd'hui, c'est un marché qui rapporte des milliards de dollars, qui a ses ramifications un peu partout dans le monde, surtout sur le marché asiatique, parce que le marché asiatique est demandeur d'un certain type de produits, les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants, ainsi de suite. Donc, les braqueurs sont équipés et s'équipent pour là on n'est plus dans l'apprenti sorcier qui essaye d'arracher de tuer telle espèce et d'en faire quelques milliers de francs CFA. Là on est dans du grand banditisme à l'échelle internationale. Maintenant la difficulté du combat la difficulté de la défense de ces espaces, c'est que c'est d'abord un dispositif d'ensemble. Commissariat ou pas commissariat, poste avancé ou pas poste avancé, on ne peut pas être statique. Il ne s'agit pas de... C'est vrai. Il faut donc une patrouille. Quand on a, c'est vrai, quand il y a un foyer de tension qu'on a identifié, oui, on se met en place pour le détruire. Mais c'est encore une fois, c'est un dispositif global qui met beaucoup de moyens en jeu, des moyens statiques, des moyens mobiles, des moyens d'observation avec des hélicoptères par exemple. On sait que le parc de la Pendjari est équipé pour. Donc c'est un dispositif et il n'est pas exclu que dans le dispositif qu'il y ait de temps à autre des failles. Ça, ce sont des risques qui sont intégrés et qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour apprécier ce qui vient de se passer, déjà on n'a pas toutes les données, mais la police républicaine s'intègre dans un dispositif qui englobe l'armée. Cette mort est intervenue grâce à l'incendie. Ce n'est pas forcément grâce aux échanges de tirs. Non, cet incendie est arrivé malheureusement suite à l'incendie. Et c'est justement, enfin, l'interprétation ou l'analyse que moi j'en fais, je suis parvenu à la conclusion quand j'ai suivi les images et l'évolution de l'événement. Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle c'est parce que permettez-moi, les assaillants ont compris que ils ont cogné poteau, comme le disent les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à cette façon de riposte là, et donc il fallait brouiller les pistes et procéder autrement, et ce n'est donc que ce dernier recours qu'ils ont en mettant donc le feu à la baraque pour parler et terre à terre de cette façon-là, pour dire que il faut donc montrer que bon, on est arrivé quand même on est parvenu à déstabiliser donc ce poste avancé là. Donc c'est ce qui s'est passé, et voilà la façon dont moi je l'interprète. Sinon si c'était au cours des tirs entre les assaillants et nos forces de sécurité, je pense que ça a été très nourri et ça a été très houleux, et ils les ont repoussés, ils étaient repoussés pratiquement. Très bien. Et effectivement, nous avons déjà connu cette date aujourd'hui, le renforcement, puisque on a annoncé le renforcement de la sécurité au niveau de cet espace, le renforcement, donc l'appui de l'armée aussi. Justement, puisque les zones frontalières ont toujours été des zones sensibles, et il est vraiment souhaitable que l'État puisse renforcer la sécurité dans ce périmètre, puisque les frontières, quand elles ne sont pas bien protégées, bien sécurisées, les actes du genre peuvent se produire facilement, comme nous le constatons. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, puisque là vous envoyez en arrière. Non, pas en arrière, pour dire que c'est vrai que l'anticipation escomptée n'a pas été faite, mais c'est le moment maintenant de réfléchir et de renforcer la sécurité pour que, au-delà de la police républicaine, comme on entend déjà le dire, que l'armée soit au rendez-vous, surtout que nous savons que les parcs sont là et que les braconniers sont dans la zone, afin que les choses du genre ne se reproduisent plus. Et puis la question que je me pose, c'est si il y avait, comme je le dis, des infrastructures de qualité qui ont été érigées avec l'effectif qu'il faut,
et que les commissariats ou les postes de police étaient suffisants dans la zone, déjà avec les renforts, est-ce que les assaillants allaient opérer avec, avec une si grande facilité? La zone dont on parle, c'est quand même l'espace... Mais c'est une zone que je connais très bien. Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'est une zone que je connais très bien. Donc, c'est que... Vous pouvez nous dire, donc, il y a beaucoup de brousse. Quand on appelle un renfort, ça pourrait faire combien de temps? Le débat n'est pas à ce niveau, mais il faut quand même, renforcer la sécurité au niveau de nos parcs. Ça, c'est important. Voilà. Très bien. Que gagne concrètement, en fait, un braconnier? C'est quoi un braconnier? Non, je viens de vous le dire. Les cônes de rhinocéros, ces dernières années, ce qui a tiré vers le haut la résurgence des actes de braconnage en Afrique subsaharienne, ça a été le marché asiatique qui était demandeur principalement des cônes de rhinocéros, simplement parce que ça avait des propriétés aphrodisiaques. Donc les prix se sont envolés. C'est très sérieux. Les prix aphrodisiaques. Les prix se sont envolés vertigineusement. Beaucoup de mafias se sont reconvertis dans cette spécialité. Déjà, il y avait les défenses d'éléphants qui étaient très demandées. Donc, en Afrique du Sud, vous voyez plein d'éléphants qui étaient abattus avec les défenses arrachées pour l'ivoire, ainsi de suite. Le trafic d'ivoire, ça c'est presque banalisé, très malheureusement. Donc, on parle encore une fois d'un marché qui s'élève à des dizaines de milliards de dollars. Donc, c'est au-delà du Bénin. Et donc, ces acteurs n'hésitent pas à donner leur vie pour quand même avoir... Ils sont armés, équipés pour ça. Et donc, face à ce type de danger, c'est pourquoi le gouvernement a très vite voulu sanctuariser un peu ces grands espaces, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que ce sont des budgets colossaux. Donc, la première démarche, c'était de recruter des gens qui savent y faire. On a eu tout ce qu'il y a comme critique, mais African Park a une certaine réputation en la matière, a réussi à sécuriser les espaces protégeant les grands primates au Rwanda et à la frontière de la République démocratique du Congo, a réussi à faire un travail colossal qui a une certaine expertise en termes de valorisation de ces espaces et en termes de sécurité, mais il n'en demeure pas moins que pour disons sécuriser ces parcs, il y a un besoin de budget colossal. Il ne s'agit pas juste d'avoir des hommes formés pour. Il y a du matériel à acheter. Et encore une fois, tout cela ne vous garantit pas des incursions ici et là. Parce que les espaces dont on parle, c'est des centaines de kilomètres carrés. Donc vous ne pouvez pas mettre des commissariats un peu partout. Vous ne pouvez pas mettre qu'ils soient bien formés ou pas. Vous ne pouvez pas mettre des hommes, ces hommes-là qui sont réputés, formés pour ça. Vous ne pouvez pas les mettre partout. Donc encore une fois, c'est un dispositif assez mobile, taillé sur mesure pour combattre ce type de phénomène. Mais la chose sur laquelle il faut insister, comme ailleurs, parce que ça a été évoqué ici et là sur les réseaux sociaux, on a tout fait de parler de terrorisme, ainsi de suite. Mais ça participe du même procédé, parce que pour combattre ce type de méfaits, c'est un dispositif global qu'il faut. Le Bénin seul ne peut pas. En fait, nous partageons avec le Burkina Faso. C'est un effort d'ensemble, c'est un effort de coordination. Et encore une fois, comme pour tous les autres cas, le premier combat à gagner, c'est celui du renseignement. Et aujourd'hui, c'est le combat à gagner, que ce soit pour le terrorisme, pour autre chose, c'est le combat, c'est la mutualisation du renseignement à cheval entre. On parle du Burkina, on parle du Niger. Donc c'est la mutualisation du renseignement, la mutualisation des forces pour pouvoir être efficace. Parce qu'un seul pays ne peut raisonnablement pas s'y attaquer et arriver à le vaincre simplement parce que ces espaces sont un peu trop grands. Nous sommes dans un dispositif, la sécurité c'est assez sensible, donc n'attendez pas que demain matin les voies autorisées de la police républicaine viennent détailler en long et en large ce qui sera fait, mais restons convaincus quand même que les autorités prennent toutes les dispositions pour
pallier à ces failles ici et là. Je voudrais ajouter ceci, ce dont nous parlons. Vous allez voir que le phénomène est un peu plus, disons que c'est récent. Vous savez, autrefois, on n'avait jamais dit que notre parc a été inquiété de cette façon-là, où nous sommes en train de le connaître depuis. Maintenant, reconnaissons que c'est parce que quelque chose est en train d'être fait dans ce sens-là, pour que désormais le parc béninois puisse être logé aux mêmes enseignes que les parcs dont il a évoqué les noms il y a quelques instants, comme au Botswana, en Afrique du Sud et autres, qui constituent des parcs, donc qui constituent des facteurs économiques, de véritables facteurs économiques. Et donc, à partir du moment, où on veut être à l'image donc de ceux-là, où on pourrait désormais vendre la destination Bénin, comprenez que il faudrait qu'on fasse avec ces réalités-là. Il a évoqué aussi tout à l'heure. Quand on parle de rhinocéros, on parle d'un certain homme, j'ai envie d'aller voir. Donc il faut que l'État puisse quand même préserver ces animaux. Et non seulement ces animaux, mais l'espace, mais également la ressource humaine qui travaille pour que ces espèces puissent survivre, également pour que d'autres personnes puissent venir voir. Parce que en allant visiter ce site-là, en allant visiter ces animaux, c'est des devises que le Bénin gagne, c'est des devises que le pays gagne. Mais en ce faisant, il faut bien que l'espace soit entretenu, que le personnel qui y travaille soit en sécurité, et même les animaux, puisque on ne va pas là-bas pour regarder l'espace comme vous le disiez tout à l'heure, ou qu'on s'y rende encore pour regarder ceux qui y travaillent, ou encore des animaux qu'on pourrait retrouver dans la vie au quotidien, mais pour regarder donc ces animaux-là qu'on ne pourrait pas approcher dans la vie normalement, ou qu'on ne pourrait voir qu'à travers de petits écrans de télévision. Donc aujourd'hui, on peut aller toucher ces réalités-là. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure, mais aujourd'hui, c'est que ce que nous devons faire, c'est qu'il faut travailler à sécuriser donc cet espace-là, et comprendre que, attention, c'est un espace qui est plus exposé, et à partir de ce moment-là, on peut être inquiété, disons, à tout moment. Très bien. Est-ce que le peuple béninois n'a-t-il pas, ou la police républicaine n'a-t-elle pas besoin du soutien du peuple béninois? Parce qu'avec ce que j'ai lu un peu partout, nous avons, on est allé trop vite en besogne. Oui, bien sûr, parce que toute police, pour qu'elle soit efficace, a besoin d'être renseignée. D'où la collaboration des populations. Donc, à partir de cet instant, c'est que les populations ont intérêt à aider la police, puisque le policier a besoin d'abord d'être informé pour savoir quelle conduite tenir. Donc c'est en cela que l'implication ou la collaboration des populations est justement nécessaire, et surtout que la police est de plus en plus équipée, de plus en plus renforcée. Donc il n'y a plus de doute en ce qui concerne les ressources humaines pour le faire, mais la partition des populations reste toutefois attendue. Et aussi, il faut vraiment suggérer à l'État d'accroître ses actions au niveau des espaces frontaliers. Des choses se font à travers des projets dont on entend parler tout le temps. L'agence béninoise de gestion des frontières. Mais il faut aller au-delà. Il faut travailler davantage pour sécuriser les frontières. Parce que lorsqu'on parle d'une zone frontalière, il y a beaucoup de risques à ce niveau. Les risques en termes de déplacement frauduleux, de bornes, des risques en termes d'affrontement entre populations, des risques en termes d'insécurité, d'où il faut nécessairement prendre des dispositions pour garantir la sécurité de la population à ce niveau. Et je précise, le milieu dont on parle, les parcs, lorsque vous y entrez, c'est que ça traverse beaucoup de communes à la fois. Et beaucoup, c'est également des réserves qui sont partagées par beaucoup de pays. Donc quand on observe, c'est qu'il faut nécessairement quand même que la zone soit sécurisée. Raison pour laquelle... D'où une mutualisation des efforts oui, bien sûr, niveau des États. Au niveau des États, d'accord, au niveau des États. Et également, c'est qu'à l'intérieur de chaque pays, il revient à chaque État, du moins, à chaque gouvernement, de savoir quelles dispositions prendre pour régler, pour anticiper. L'anticipation, c'est vraiment important, parce que le Bénin a quand même, par le passé, connu des épreuves en matière de gestion de frontières, sur lesquelles on n'a plus besoin de revenir. Maintenant, spécifiquement au niveau de cette zone,
la question de Kourou Koualou, on en parle, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. On en parle depuis pratiquement une décennie. Qu'est-ce qu'on a pu faire dans ce sens? Donc c'est des réflexions qui maintenant doivent être remis sur le tapis, et c'est le moment pour prendre suffisamment de dispositions pour que de pareils incidents ne se reproduisent plus dans cette zone. Voilà. Très bien. Pour finir. Oui, non, je voudrais dire que on gagnerait tous en tant que communauté à avoir un peu de retenue, de recul, simplement parce que ce qui est arrivé malheureusement pourrait encore arriver. Je suis pas un oiseau de mauvaise augure, parce que simplement avant on n'en parlait pas beaucoup, pas parce qu'il n'y avait pas de braconniers. il y en a toujours eu, simplement parce qu'avant il n'y avait pas de stratégie particulière. C'était le minimum qu'on faisait. Il y a toute une zone, tout un no man's land où chacun opérait sans être inquiété. Aujourd'hui, puisqu'il y a un dispositif en face, compte tenu de tout ce qu'il y a comme climat, comme ambition, et surtout climat et enjeux dans la sous-région, évidemment, quand il y a un dispositif qui se déploie, il y a une réaction. C'est un jeu, on joue au chat et à la souris. C'est tout à fait logique. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu cet incident que voilà, le dispositif est à terre et que voilà, que les frontières ne sont pas, on ne parle pas de passoire, mais simplement c'est un dispositif qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, et que les Béninois se le disent bien, beaucoup d'investissement. Parce que la sécurité a un coût. La sécurité a un coût. Surtout à ce niveau là-bas. À ce niveau, la sécurité a un coût, et ce sont de vastes espaces à sécuriser, encore une fois. Donc tout le monde gagnerait à... C'est vrai que c'est un peu... c'est plutôt facile de cultiver, voilà, de jeter tout ce qu'on a... Le temps est propice pour ça, parce que les pays voisins sont confrontés à de réelles difficultés de terrorisme, de déstabilisation. Donc on a trop vite fait d'aller en besogne, mais je pense qu'on gagnerait tous à avoir de la retenue et à analyser les faits tels quels, et surtout à faire confiance à ceux qui ont eu ce serment de nous protéger. Voilà. Oui, je voudrais aborder un aspect très rapidement, c'est la psychologie du Béninois qu'il faut comprendre. Vous savez, à partir du moment où combien de Béninois connaissent ce parc-là, et combien s'ils sont rendus en termes de visites officielles, etc., etc. À partir de ce moment, donc, quand on leur parle de parc quand on leur parle de parc aujourd'hui, et que ça doit coûter la vie à leurs frères, comprenez que, attention, qu'ils aient ces réactions auxquelles nous assistons. Le travail, le grand boulot nous revient de conscientisation, d'appel à la retenue par rapport à ces genres de commentaires. Et il faut intégrer dans le mental du Béninois que, attention, ces parcs-là jouent un grand rôle en matière donc d'attrait, de devises et autres. C'est très important. Donc pour moi, ces réactions, ce ne sont pas des réactions qui peuvent surprendre, mais également, vous savez, l'enjeu en ce moment où on ne voudrait pas forcément voir le côté positif des choses, mais parce que il y a des attaques, parce qu'il y a perte en vie humaine, allez, tout est négatif. Donc il faut qu'on agisse désormais sur le mental du Béninois. Je voudrais juste ajouter pour finir que sûrement il y a une stratégie au plus haut niveau, parce que souvenez-vous que le chef de l'État a parlé de la création d'une nouvelle force, parler de la garde nationale. Peut-être qu'il y a une stratégie, un redéploiement des forces de sécurité et de défense. Et justement, les stratégies en matière de sécurité ne se révèlent pas.